crépi épais, traditionnel, romain, millénaire, etc., elle est pour les 20% plus qui coûtent, parce qu'il y a plus de travail, plus d'attention, plus etc., ça dure 2 ou 3 ou 4 fois plus longtemps. Oui, je l'ai dit. Alors, à mon avis, l'argument est très simple, mais il faut le faire. Et d'autre part, est-ce qu'on a vraiment un intérêt d'avoir une technique qui est vraiment écolo? Ça c'est l'autre question. Je pense que ça s'explique soi-même quand nous regardons toutes les maisons que nous avons autour de nous, les neufs qui sont en système synthétique, et puis les autres, comme cette église, comme on a vu. C'est évident qu'on a cet avantage de valeur en plus pour ces systèmes minéraux. Je passe la parole au public, je vous demande juste de vous présenter très rapidement avant de poser la question. Merci. Mats Nilsson, physique du bâtiment et énergie. Juste pour être sûr, quand vous parlez de 20%, est-ce que c'est 20% de plus pour la couche de finition ou 20% pour le système complet, y compris l'isolation? Le système complet, mais là il faut le polystyrène, là on a un peu plus de différence avec les autres matières d'isolation, c'est un peu moins. Merci. Environ 20%. Merci. Écoutez, moi je veux prendre des choses concrètes. J'ai une maison de 1962 avec des façades métalliques qui sont d'origine et des avantoirs importants. La maison a un rez et un étage et un galetas. Je constate que la maison a une forte humidité au rez inférieur et la peinture se décolle. Que dois-je faire pour supprimer cette humidité? Voilà, c'est concret. Oui, oui. Oui, non. C'est un peu pointu comme question. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment tout à fait dans le sujet avec les interlocuteurs qu'on a ce soir. Je pense que ça mérite une consultation. Il y en a plusieurs dans la salle qui pourraient peut-être vous conseiller. Je propose qu'on revienne sur ce thème plus précisément du sujet. Monsieur, oui. Vous vous présentez rapidement. Oui, Schmitt, architecte. J'ai une question pour Monsieur Rossi. Oui. Actuellement, on nous demande des diagnostics pour l'amiante. Avec ce que j'ai entendu, est-ce que ça va être le cas pour ces biocides, etc. Voilà. Non. On n'arrive pas à un niveau de toxicité humaine. Donc l'amiante, ce qui a généré, ce qui a été l'élément déclencheur, c'était la toxicité humaine. Donc l'effet sur la santé humaine. Là, on parle de l'effet sur la santé environnementale. D'accord. Et je ne pense pas... on a discuté avec des fabricants de crépis traditionnels qui nous disaient « Ouais, mais on n'a jamais vu un enfant lécher un crépi après une pluie. » C'était la réaction qu'on a eue, quoi. Genre, arrêtez de nous dire que c'est dangereux. Si c'était le cas, on ne le ferait pas, quoi. On parle de toxicité environnementale. La toxicité humaine, elle est un peu mise à côté. L'amiante, c'est spécifiquement humain. Mais pour le moment, il y a quand même certaines molécules qui nous posent souci, mais on les voit disparaître peu à peu. C'est le but que je voulais mettre, c'est que quand même, il y a une réflexion avec les fabricants de peinture traditionnelle où on va vers des moins de toxicité ou des produits qui se dégradent plus rapidement, jusqu'à ce que la prochaine étude nous montre que certaines des substances utilisées ont aussi des effets œstrogéniques ou quoi que ce soit, mais ça c'est le futur. Mais pour le moment, je dirais qu'on ne va pas du tout dans ce sens-là. On n'a pas de danger pour la population à ce niveau-là. Merci. Je me permets de compléter et vous recommander à nouveau ce petit livre-là qui est vraiment génial à ce sujet-là. Ça pose vraiment les bases, les fondements de toutes ces réflexions qui sont à leur balbutiement au fond. On découvre les problématiques. Ça a été des surprises. C'est une science, l'écotoxicologie, donc vous avez vu ce que disait Nathalie Scherf, c'est une science très nouvelle. Et on a toujours un petit peu une décennie de retard quoi, sur les produits chimiques. Mais ce que je tiens quand même à souligner, à dire que dans le domaine du bâtiment, de ce qui s'est fait au niveau des fabricants de peinture, aussi au niveau des réflexions par exemple sur les toiles bitumineuses, il y a eu une prise de conscience et ça va, vraiment c'était très rapide, le changement s'est fait vraiment de façon rapide je dirais.
Bon, il y a eu la pression de l'Union européenne aussi, c'est clair, mais il y a quand même eu des changements très positifs. Et quand on dit que ça ne va pas, mais on peut aussi dire quand ça va, quoi, quand ça évolue dans le bon sens. Bonjour, je me présente, Monsieur Beati Steve. Je dirige une petite entreprise de plâtre et peinture dans la région française. J'aimerais un petit peu rebondir sur le discours de M. Monti concernant l'aptitude des peintres à choisir les systèmes qu'ils aimeraient appliquer sur la façade. Je pense qu'il y a des peintres qui savent de quoi ils parlent aujourd'hui. Je pense sincèrement qu'il y a des peintres qui veulent améliorer les conditions de protection de l'environnement, d'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur de nos bâtiments, parce qu'il faut aussi dire que les matières minérales améliorent la qualité de l'air dans les milieux intérieurs des bâtiments. Donc les protocoles conseils de nos fournisseurs, je pense qu'on peut sincèrement faire sans et choisir et vendre les produits que l'on veut bien vendre à nos clients. Voilà, il suffit d'y croire et il suffit de savoir de quoi on parle. Alors, il y a des peintres qui savent de quoi ils parlent. C'est vrai que le prix, bon, ben, bien sûr, le prix c'est souvent la guerre des prix. On le sait bien, c'est souvent aussi nos collaborateurs, enfin amis architectes qui amènent aussi de temps en temps cette guerre des prix. Il faut savoir ça aussi. On voit dans les adjudications des prix qui rebats. Tout à fait d'accord avec M. Monti. Ensuite, enfin voilà, ça c'était pour défendre un petit peu notre point de vue. Par contre, j'ai une question. Pourquoi vous êtes, M. Séverin, pourquoi vous ne posez pas en fait des panneaux laine de bois, d'autres panneaux isolants qui sont issus de matières premières disponibles? Oui, on n'avait pas le temps, malheureusement, dans ces 15 minutes, de présenter tous les systèmes que nous avons, mais on a aussi le système avec, qui s'appelle Diffuter, qui est des panneaux isolants de laine de bois, qui vient aussi crépir avec un système qui a une certaine épaisseur, plus que les isolations périphériques en polystyrène. Monsieur. Merci. Félix Talan, organisé ce Noé 21 à Genève. On a justement une de ces ONG qui crie isolé, isolé. Et puis j'ai une question à M. Hartmeier, à M. Rossi, concernant cet aérogel. Quand on entend aérogel, moi, j'ai toujours, parce que moi, on a des craintes quant à des nanoparticules ou des silicoses, des choses comme ça, qui, on a fait des expériences avec d'autres produits. Comment vous répondez à ces craintes? Merci bien de poser cette question. C'est un souci qu'on a entendu souvent, que l'aérogel contient des nanoparticules. Laissez-moi vous expliquer la différence entre une nanoparticule et entre un matériel nanoporeux. Car l'aérogel, il a son effet isolant, comme vous avez vu, d'un volume plus de 90% de l'air dedans, et ça vient de cette structure nanoporeuse. Ça veut dire que les pores d'air dans les granules d'aérogel, ils sont d'un diamètre entre 20 et 80 nanomètres. Et comme je ne sais pas si tout le monde sait combien c'est un nanomètre. Un nanomètre, c'est un millionime d'un millimètre. Un millionième d'un millimètre que nous en parlons maintenant. Alors, on ne voit presque pas, on ne voit pas par les yeux, mais dans ces pores de diamètre de 20 à 80 nanomètres, les molécules d'air, ils viennent inclus, et comme ça, ils ne peuvent plus porter l'énergie si facile comme, excusez-moi,
comme dans les autres isoloirs qui ont des pores